poésie est très heureuse d'accueillir Fethi Ben-Slama. C'est la deuxième fois. Je ne sais plus la date de la précédente rencontre, 2011 déjà. Voilà. Michel de Guy ne peut pas être là, il est à l'étranger. Il aurait été pourtant très heureux de parler avec Fethi, avec nous, en particulier de ce grand livre, La guerre des subjectivités en islam, dont nous allons, j'imagine, parler pendant toute cette rencontre. Si le courage de la pensée existe aujourd'hui, c'est bien dans des travaux comme ce livre de Fethi Ben-Slama. Je vais prendre quelques instants pour faire un petit détour, si vous me permettez. Même si vous ne me permettez pas, je vais le faire. Le 15 mars dernier est mort Khaled Majoub Mansour. Vous ne le connaissez pas. C'est un homme un Soudanais, un paysan du Darfour, qui, il y a une douzaine d'années, s'était retrouvé seul dans les rues, à Paris, bien sûr, ensuite à Orléans, sans papier, sans logement, sans identité, puisque l'OFPRA, par une manœuvre ignoble, avait décidé qu'on ne pouvait même pas savoir s'il était soudanais. C'était un musulman, et comme disent ses amis soudanais, c'était un homme bon. Au retour d'un voyage d'1 mois au Soudan, voyage très éprouvant, il est allé de Khartoum au Darfour dans des conditions très difficiles, il est donc revenu chez nous, il habitait chez nous, avec ma famille, avec mes fils aussi, tout ça, depuis 8 ans, et puis devant moi, sur moi, presque dans mes bras, il s'est effondré, frappé par un infarctus, et inconscient, il est mort 3 jours après. Il y a quelques années, c'est aussi pourquoi je le mentionne aussi parce que c'est vous, parce que j'ai envie de le faire comme ça, aussi parce que il y a quelques années, j'avais proposé gentiment de faire des lectures de mes propres textes ici, et j'avais lu un texte qui parlait de lui, ou plutôt qui relatait une conversation spécialement avec lui. Je lui avais dit que je faisais ça, il ne savait ni lire ni écrire, mais je lui avais dit que je faisais ça, et à ma surprise, il était venu. Et c'est la littérature aussi, peut-être. Il m'a dit après simplement ceci, rien de plus, c'était un homme peu loquace, il m'avait dit « tu as trouvé les bons mots ». Donc, il est mort, et un ami musulman sénégalais m'a dit il devait revenir mourir là. Voilà, je vais m'arrêter sur ce point, mais j'avais envie dans ce lieu, parce qu'il était là, parce que une des photos qu'on a de lui, c'est dans cette maison de la poésie, j'avais envie de le mentionner. Nous allons maintenant entendre Fethi Ben-Slama, et ensuite Gisèle Bergman et Laurent Zinnerman. Et puis bien sûr, tout cela s'ouvrira ensuite sur une discussion comme vous le voulez. Merci pour votre invitation, je vous remercie pour votre présence à tous, et d'avance pour ce que vous direz et ce que nous échangerons ensemble. Ce livre c'est une idée comme on en a des fois, on se demande qu'est-ce qu'on a fait depuis des années. J'ai commencé à regarder en me posant la question de regarder en arrière, un peu comme ça, et regarder en arrière sur des textes écrits, et tout à coup, ça m'a sauté aux yeux que
depuis que j'ai commencé à écrire et à m'occuper de quelque chose qui a commencé à s'occuper de nous sans qu'on, d'une manière imprévue pour moi, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'islam. C'était tout à fait imprévu, c'était pas mon intention, c'était pas dans mon programme. Mais comme l'islam a commencé à s'occuper de nous tous, et particulièrement ceux qui sont héritiers, d'une manière ou d'une autre, de cette culture, de ce monde. Et ce qui m'avait frappé, c'était tout de suite la guerre, la question de la guerre, l'idée de la guerre, le fait que je me trouvais depuis des années et que je participais à une guerre. Bon, c'est une chose que je savais, mais d'un savoir qui était ce savoir, je dirais, presque quotidien, puisque depuis que j'ai commencé à écrire, l'islam occupe la scène publique mondiale. Le premier livre que j'avais fait était paru l'année même où, de la condamnation à mort par une fatwa de Rushdie. Et à partir de ce moment-là, d'abord c'était la défense de Rushdie, bien sûr, qui était un impératif, enfin en tout cas on l'a vécu comme ça. C'était la défense de Rushdie, mais ce que représentait le fait de condamner à mort un écrivain, qui était une condamnation à mort de tous les écrivains de ce monde. Du reste, quand on regarde, beaucoup de ces écrivains, ces intellectuels, ont été tués, ont été... L'activité de pensée, d'écriture est extrêmement dangereuse pour beaucoup dans ce monde. Et donc, depuis ce moment-là, une forme de conscience mais qui était, comment dire, avec beaucoup de déni en même temps, le déni de la guerre. Le déni de la... Souvent, très souvent d'ailleurs, on est dans la guerre, on ne sait pas comment on y est entré, on s'y trouve, ouais, et on dénie la guerre aussi. Je ne sais pas encore, par exemple, si l'Algérie est une guerre en France encore. Parfois, on dit, oui, la guerre d'Algérie, mais pendant très longtemps, elle n'en était pas. Et donc, c'est ce qui m'avait frappé tout à coup, que voilà, c'est un état de guerre, et cet état de guerre a beaucoup d'aspects, bien sûr, guerre géopolitique, économique, etc. Mais en fait, le plan dans lequel j'ai travaillé était ce qu'on pourrait appeler la guerre du sujet, des sujets, de la subjectivité. C'est-à-dire, au fond, cette guerre qui n'est pas vue, précisément, elle est la plus invisible, et pour laquelle, je crois, on fait des guerres pour des territoires, on fait des guerres pour des raisons économiques, mais ce que peut-être on n'avait pas suffisamment vu, que la guerre peut avoir pour enjeu ce que nous appelons le sujet, de ce mot de sujet, qui est un mot qui a une longue histoire en Occident, mais aussi dans le monde musulman. Car la question du sujet, ce mot a été, pendant un moment, un des mots qui a été porté par la philosophie, par la pensée dans le monde musulman, jusqu'à, disons, Averroès à peu près. Et que donc, le monde musulman lui-même est partie prenante de l'hypothèse. L'hypothèse du sujet. L'hypothèse n'est elle-même, ce mot n'est que lui-même un synonyme de sujet. L'hypokéménon, etc., le supposé, etc.
Bon, ce qui donc je me suis retrouvé devant cette évidence qu'au fond, je n'ai pas cessé d'être dans cette guerre qui se situe au niveau de la question du sujet dans l'islam et dans l'enjeu. Et qu'est-ce que aujourd'hui être musulman? Et l'objet de la guerre est celui-là, c'est le musulman lui-même. Que veut dire, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être musulman? Et c'est l'objet de la guerre, puisque le but de ce que nous voyons aujourd'hui est d'imposer une définition de ce que c'est qu'être musulman aujourd'hui, un des buts. Bien sûr, il y a tout autour des questions géopolitiques, la lutte des puissances régionales et grandes. On pourrait parler de tout cela, mais un des fils ou un des enjeux de cette guerre est bien celui-là. Et il reste aujourd'hui. Et ce constat m'a amené à me poser la question: quand cette guerre commence et de quelle manière elle s'est déclarée et qu'est-ce qui s'est passé pour que quel est comment dire, quels sont les protagonistes de cette guerre et comment est-ce qu'on peut en reconstituer la généalogie, les processus, etc. C'est la question que je me suis posée. Et en fait, j'ai choisi un certain nombre de textes qui sont là, des textes qui, vous savez, bon, on publie tous des textes dans des petites revues de nos disciplines ou locales, etc., qui sont lus par 30, 40 personnes au mieux, quelquefois un peu plus, avec un peu de chance. Et donc j'ai choisi un peu quelques textes, et après, je suis rentré dans cette sorte d'enquête sur quand la guerre avait commencé et où. Et donc, à un certain moment, je me suis demandé si je n'allais pas laisser tomber tous les textes, parce que, au fond, cette enquête, bon, elle fait, je dirais, les résultats, fait à peu près une 50aine de pages, qui est l'introduction, mais en réalité, elle faisait beaucoup plus. C'était pas possible de faire une introduction de 150 pages. J'ai laissé une bonne partie, enfin j'ai concentré la chose, mais j'étais tenté de laisser tomber tous les textes. Mais en même temps, je me suis dit, si je laissais tomber ces textes, on ne voit pas le fil ou les jalons qui vont conduire à cette guerre. Finalement, je l'ai laissé comme une sorte de témoignage, voilà, du déroulement ou de certaines étapes dans mon propre cheminement du soldat, d'un soldat à son insu, finalement, relativement à son insu, d'un soldat qui est un silo, quoi. Alors, dans cette enquête que j'ai voulu historique, je ne suis pas historien et j'ai tremblé à faire cela, mais ce qui m'avait convaincu d'aller visiter, d'aller voir cette histoire, c'est que plus je lisais cette histoire et plus je m'apercevais qu'au fond, c'est une évidence peut-être pour beaucoup, que c'est une histoire qui n'est pas une histoire véritablement des êtres humains, mais c'est une histoire, souvent les historiens le plus souvent écrivent une histoire des idées, une histoire des événements, une histoire des luttes des puissances, ce qui est tout à fait normal et qui est important, mais rarement justement une histoire justement des sujets, de comment est-ce que... voilà, c'est une chose qui m'a... Alors, c'en est peut-être moins le cas en Europe, et certains courants de l'histoire européenne, d'historiens européens ont essayé d'écrire une histoire des sujets,
des hommes concrets, sans doute, mais l'histoire du monde, de ce monde musulman, est très souvent voilà, une histoire qui est une histoire des idées et des... Or, ce qui est frappant, c'est qu'on a d'abord beaucoup de choses. On a des témoignages, on a sur cette guerre qui... Alors moi, il m'a semblé que cette guerre commençait avec l'entrée des Lumières dans le monde musulman, entrée violente, entrée avec le colonialisme, avec la domination militaire, économique. J'ai pris le cas de l'Égypte, mais il y avait aussi, on pouvait aussi penser à l'Algérie, hein. L'arrivée de Napoléon en Égypte. Napoléon qui, comme vous le savez, arrive avec une armée de soldats, mais aussi une armée de savants, avec l'idée d'une double conquête, une conquête militaire et une conquête de civilisation. C'est comme ça qu'il l'entendait. Et il y avait... il y a une scène que j'ai reprise, qui était... Napoléon arrive, il fait des massacres absolument épouvantables. Bon. Après, il en fera d'autres, bien sûr. Passer au fil de l'épée des soldats et des gens qui étaient désarmés. C'était pas... Et par milliers. Et puis, il y a un compte-rendu d'une séance que j'ai trouvée extraordinaire, où Napoléon réunit tous les grands cheikhs de Bucaire, un dîner, il les invite à un dîner, il leur fait un discours, il leur dit, mais vous étiez une grande civilisation, vous avez fait beaucoup de choses, mais maintenant vous n'avez plus rien. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? C'est la pauvreté, la misère, vous n'avez plus de savoir, vous avez tout ce que vos ancêtres ont fait a disparu. Et le grand cheikh du Caire lève le doigt et lui dit, mais nous avons le Coran. Et Napoléon lui répond, mais est-ce que dans le Coran, il y a de quoi faire les canons? Et tout le monde dit oui, répond oui, bien sûr. J'ai dit bien sûr parce que cette réponse ne m'a pas surpris, parce que c'est la réponse aujourd'hui, exactement cette réponse, qui est la réponse du mouvement islamiste. Oui, il y a tout ce dont on peut avoir besoin dans l'islam, dans le Coran. Et l'idée qui m'est venue tout de suite, que là, il y avait eu véritablement le trou, un trou dans... Napoléon n'est qu'un agent, un agent du discours de la science et de la domination, un trou qui a été foré dans la conception d'un texte et d'un Dieu qui a le savoir absolu, et où le sujet musulman trouve tout ce dont il avait besoin. Et que le choc là, qui s'est produit, c'est que ces hommes vont donc aller dans le déni, et ce déni va continuer. Je dis que la réponse des mouvements islamistes est très claire. Le slogan des frères musulmans, c'est celui-là. L'islam a réponse à tout. Et donc, nous sommes en 1798, bon, 2 siècles après, nous sommes au même point. Bien plus que ça, on est à quelque chose qui n'a pas cessé de s'aggraver d'une certaine manière. L'affrontement n'a pas cessé de s'aggraver. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet affrontement, comment il se construit, comment il se constitue? Eh bien, malgré cette violence,
né à l'intérieur du monde musulman, pas seulement en Égypte, mais un peu partout, disons dans les grandes capitales culturelles, à Damas, à Tunis, de ce qu'on peut appeler les partisans des Lumières. Partisans des Lumières qui reconnaissent qu'il y a de la violence qui vient du monde européen, mais que le monde européen a inventé, a produit un certain nombre d'inventions qui sont à reprendre. Et ces inventions, pour les partisans des Lumières, ne sont pas nécessairement ce qu'on croit, c'est-à-dire les inventions techniques, la puissance militaire, etc. Les élites intellectuelles, c'est-à-dire la plupart du temps ce sont des gens formés à la théologie, ce sont des théologiens. Ce qui les a beaucoup intéressés, ce sont les inventions politiques. C'est-à-dire mettre fin à l'absolutisme, la séparation des pouvoirs, les droits, etc. C'est ce qui les a intéressés. C'est là de là que part le mouvement de ce qu'on peut appeler les partisans des Lumières. Et ce mouvement va se développer. Il est parmi les élites, et les élites, c'est qui? Ce sont des gens qui sont des théologiens, formés à la théologie. Il n'y avait pas autre chose à cette époque. Et certains de ces théologiens étaient des figures qui enseignaient dans les universités théologiques, mais qui mettaient leurs enfants dans les écoles étrangères qui se sont installées. Et ils ont compris, les élites dans ce monde-là ont compris que là, il y avait quelque chose qui s'est produit dans le monde et que désormais, le pouvoir, il est de ce côté. Et alors, ils mettaient leurs enfants dans ces écoles et tout en se demandant, mais comment peut-on, tout en accédant à cette nouvelle culture des Lumières, elle est qualifiée comme ça, d'ailleurs, ils reprennent même l'idée d'une conquête de civilisation. Ils se posaient la question comment leurs enfants allaient rester musulmans. C'était leur angoisse, c'était leur question et leur angoisse déjà à cette époque-là, mais ils le faisaient quand même. Et ce mouvement va donc se répandre. Ils construisent des revues, il y a une expédition, une mission qui va venir dans des capitales européennes, à Paris même. Il y a un très beau livre dont je vous parlais tout à l'heure, qui est traduit sous le titre L'Or de Paris, d'un imam qui va venir avec une mission et qui, en revenant, va écrire un livre très intéressant sur... Il tombe au moment de la Commune et il va rapporter ce qu'est la vie européenne dans cette nouvelle civilisation des Lumières. Et certains de ces partisans des Lumières vont théoriser même une idée qui était intéressante, qui est l'idée qu'il y a une solidarité entre les différentes lumières dans différentes civilisations et que, au fond, les lumières européennes vont permettre de se souvenir de ce qu'étaient les lumières du monde arabe, les lumières anciennes. Il y a des idées comme ça, qui sont des idées... au fond, beaucoup ont repéré qu'il y avait une guerre, c'est vraiment le mot est prononcé, contre le fanatisme religieux et que les lumières européennes elles-mêmes sont nées du fait que le fanatisme chrétien a été vaincu et que c'était la même chose qu'il fallait faire. Bon, jusqu'à à peu près, ils ont pu, les partisans des... Je vous raconte une histoire là, mais c'est une histoire intéressante je pense qu'on ne connaît pas assez.
et où on a quand même, c'est là que je dis qu'il y a une question du sujet, c'est-à-dire que ces partisans de lumière vont redéfinir pour eux ce que c'est qu'être un sujet, non plus de l'islam à ce moment-là, mais un sujet politique. Et là, on a vraiment le début de la guerre. Un sujet politique qui veut des droits politiques, qui veut des... Et de l'autre côté... Alors, mais ils avaient quand même beaucoup de questionnements sur comment concilier ce sujet politique avec... Parce qu'ils restaient croyants, beaucoup d'entre eux. Ce n'étaient pas des mouvements d'athéisme, c'était des hommes qui sont croyants, mais qui voyaient bien que là où ils ont... qu'ils ne pouvaient plus continuer à être croyants comme ils l'étaient jusqu'à là, et qu'il fallait qu'ils définissent un autre rapport de dépendance, de leur dépendance. C'est une bonne définition, le sujet, se définit par ses dépendances. Ses dépendances à l'autre, à des grands autres, ses dépendances aux lois, ses dépendances. Et donc, c'était ça la question. De qui et de quoi acceptons-nous d'être dépendants désormais, étant donné que ces nouvelles idées, évidemment, c'est des idées qui vont venir contrarier et contrer la dépendance au sujet théologique de l'islam. Et donc il y a des débats et il y a des conflits, mais ces conflits vont prendre tout à coup une acuité très très grande avec ce moment très important qui est le coup d'État des jeunes Turcs. La Turquie, c'est un pays très important et qui le reste aujourd'hui même dans ce que nous voyons et ce qui se passe sur le plan géopolitique, mais au-delà. Le coup d'État qui va donner lieu à la création de l'État laïque vraiment, turc, et l'abolition du califat, qui est un événement majeur, dont on ne parlait pas beaucoup, mais qui a été vécu comme un traumatisme par beaucoup de musulmans de l'époque qui s'en apercevaient, parce que bon, il y a le peuple qui, lui, n'était pas nécessairement au fait de tous ces... Mais pour les élites et les gens qui savaient lire ou qui pouvaient avoir des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, l'abolition du califat a été véritablement un traumatisme. Pourquoi? Parce que, précisément, le califat a été le symbole de la souveraineté pour un musulman, même si cette souveraineté n'était pas nécessairement, correspondait pas à l'exercice réel du pouvoir, mais la sublime porte était le calife. C'était le successeur donc, du prophète fondateur de cette succession. Et son abolition signifie que ce sujet de l'islam, ce sujet musulman, il n'a plus de souverain. Et donc, il est sujet de quoi? De qui? Et c'est pour ça que tous les mouvements islamistes, jusqu'à Daesh, l'État islamique, revendiquent la restauration du califat. C'est le point véritablement central de leur revendication, parce que on ne peut pas concevoir un sujet de l'islam sans souveraineté. Donc la question de la souveraineté est un enjeu majeur. Et lorsque se produit donc la naissance de cet État laïque et l'abolition du califat, à ce moment-là s'ouvre une guerre à l'intérieur même des partisans des Lumières, une guerre qui est due au fait que certains de ces partisans des Lumières ne pensaient pas que ça allait aller aussi loin. Où ils trouvaient que la création d'un État laïque et l'abolition du califat a été trop loin. Alors, en même temps, il y a un contexte quand même géopolitique important, avec des guerres, des expéditions militaires européennes dans tel ou tel pays, évidemment, et qui
faisait monter, exacerber les conflits. Et donc, à l'intérieur même des partisans des Lumières, il va y avoir une scission, et certains ne veulent plus, en effet, se revendiquer des Lumières, et se crée un mouvement que j'ai appelé les contre-Lumières. Les contre-Lumières, ce sont des gens qui ont, à un moment donné, été partisans, ils savent de quoi il en retourne, et du fait de ce qui s'est passé en Turquie, ils vont se retourner. Dans un mouvement de désidentification qui va les faire revenir d'une certaine manière à leur attache ancienne par rapport à un islam plus traditionnel. Mais, je vous décris un mouvement très, très rapide, mais va naître ensuite un mouvement encore plus radical que j'ai appelé les anti-lumières. Ce sont des gens qui ne veulent rien savoir, contrairement aux contre-lumières qui, eux, avaient des connaissances, certaines connaissances philosophiques, de la philosophie du monde arabe, connaissaient certains textes, etc. Les anti-lumières refusent totalement tout contact avec toute relation avec les Lumières, qu'elles soient européennes ou l'idée même de lumière interne au monde musulman et au monde arabe. Et leurs théoriciens, c'est eux qui vont... Donc nous sommes aux alentours des années 20-30, et c'est là que naissent toute la théorie des mouvements islamistes que nous voyons aujourd'hui. Donc, la guerre est, si on trace la généalogie, enfin en tout cas un commencement de cette guerre, il est là, il est dans ce moment-là, et cette guerre va se poursuivre avec une parenthèse qui est la parenthèse des mouvements anticoloniaux qui vont réunir ensemble partisans anti et contre Lumière, où même certains partisans des Lumières peuvent accepter de se référer à l'islam pour mobiliser, etc. Donc il y a une parenthèse, et cette parenthèse s'arrête dans les années 70, c'est-à-dire lorsque ceux qui ont les mouvements anticoloniaux ont accédé au pouvoir à peu près un peu partout et ont démontré leur incapacité à gouverner et à répondre aux promesses qui ont été faites. Et donc, dans les années 70, va renaître, surgir ce que les héritiers de ce mouvement des anti-lumières, appuyés par l'Arabie saoudite, appuyés par un contexte d'affrontement géopolitique de la guerre froide, qui va se terminer en Afghanistan avec la chute du mur, avec la fin de l'URSS, et tout ça, et en même temps avec des luttes dont nous voyons jusqu'à aujourd'hui l'importance de la lutte entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui est aujourd'hui bat son plein par exemple au Yémen. La guerre qu'il y a aujourd'hui au Yémen, elle est entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Daesh est une création, Daesh, l'État, ce qu'on appelle entre guillemets l'État islamique, est une création issue de la lutte entre l'Arabie saoudite et l'Iran, avec évidemment les puissances, notamment américaines, et qui est du côté, bien sûr, de son grand allié, l'Arabie saoudite, mais qui a bien envie aussi que les Américains ont toujours plusieurs fers au feu, et qui a envie aussi d'avoir aussi l'Iran, qui est un pays très important pour la région et un pays qui est montant, après avoir évidemment détruit l'Irak, qui était le contrepoids de l'Iran. Bon, ça c'est l'aspect géopolitique. Mais cette guerre fait que nous avons aujourd'hui dans le monde musulman des subjectivités
qui n'ont plus de référent commun, finalement. N'ont plus de référent commun, et ils n'adhèrent plus au même... je laisse de côté ceux qui récusent, évidemment, ce qu'on ne considère pas comme musulmans, qui se considèrent comme héritiers d'un quelque chose de l'islam dont on ne sait pas. Enfin, on pourrait appeler ça une certaine islamité. Il y a une lutte interne entre musulmans, il y a une guerre civile entre musulmans, des musulmans qui n'ont plus les références, en tout cas, ils ont d'autres références politiques que ceux des musulmans qui veulent restaurer le califat. Ça a été à un moment donné des mouvements de gauche qui ont dominé le monde arabe et qui n'avaient pas encore, ils n'ont pas réglé cette affaire-là de la question de la place de l'islam. C'était toujours... Ce qu'on entend aujourd'hui, ici, c'est voilà, la religion de l'opprimé, donc on ne va pas... J'ai vu que Emmanuel Todd avait une forme de justification de ce qui s'est passé à Charlie Hebdo en disant « mais on ne peut pas blasphémer la religion de l'opprimé ». Il a dit ça textuellement, je le cite. Voilà. Alors, ça, c'est la position souvent d'une certaine gauche, qui a été aussi présente dans le monde arabe, et qui avait tenté de préserver, enfin voilà, un certain forme de silence ou de justification, et qui parfois s'est allié à des mouvements islamistes, il faut le dire. Bon. Et même lorsqu'il y a des alliances politiques, la guerre, elle est là, elle est au quotidien. Et quand vous allez aujourd'hui dans n'importe quel pays du monde musulman, cette guerre se voit dans le mode de vivre, le mode dans la presse, dans la radio, elle est présente quotidiennement et à tous les niveaux, avec des gens qui n'ont plus de référents communs, ou en tout cas, on peut se demander comment ils peuvent continuer à vivre ensemble. Ils vivent dans la même famille. On peut avoir vraiment des gens qui, en même temps, il y a un magnifique film qui a été fait il y a quelques années par une femme où elle montrait dans une famille des gens qui faisaient le ramadan, qui priaient, et les autres qui buvaient du vin, voilà. Bon. Mais tout ça est au fond quelque chose qui reste dans la coexistence jusqu'à ce que, évidemment, il y ait ce qui peut allumer à tout moment un conflit où on voit à l'intérieur même des familles s'ouvrir des confrontations violentes, ou entre voisins, ou entre... Et donc aujourd'hui, la situation est bien celle-là, c'est la situation d'une guerre civile interne à ce monde qui fait des ravages et dans laquelle les mouvements issus des anti-lumières sont très puissants, d'autant plus puissants que les États issus du colonialisme, héritiers, disons, des mouvements anticoloniaux, je dis issus du colonialisme parce que d'une certaine manière, ils ont reproduit, parfois en pire, ce que le colonialisme avait fait. Je dis en pire, et dans certains cas, vraiment bien pire, au nom de la souveraineté nationale, au nom, etc. Enfin, et donc, cette lutte autour de... Je reviens à la question du départ, de qu'est-ce qu'être musulman. Les mouvements islamistes occupent le terrain, la gagnent. La gagnent parce que, en même temps, il y a une extraordinaire... L'histoire a fourni un vivier extraordinaire dans lequel ils pouvaient recruter, c'est-à-dire cette catastrophe
de la natalité, une catastrophe démographique extraordinaire dans ce monde qui a multiplié par 50, 40, plus que ça, des populations qui se trouvent démunies de tout. Vous avez, je prends l'exemple de l'Égypte, tous les ans naît 1 million d'enfants, tous les ans. Un pays qui, pour se nourrir, doit compter sur l'aide américaine. Tous les ans, vous avez 1 million d'enfants à scolariser, à soigner, etc. Bon. Et en même temps, avec des États qui ont laissé se produire cette catastrophe et qui ont laissé des masses et des masses et des masses livrés à eux-mêmes. Et c'est là où les islamistes trouvent la matière et trouvent leurs partisans. Non seulement les États ne s'en occupent pas, mais les mouvements de gauche ou non plus n'ont pas non plus toutes ces organisations caritatives, etc., sociales, qui s'occupent de ces masses. Ce sont les islamistes qui le font, au nom de la charité, évidemment. Récemment, en Tunisie, j'ai rencontré le ministre de la Jeunesse, nouveau ministre, et il m'a expliqué qu'il y avait 1 million de jeunes Tunisiens qui n'étaient pas scolarisés, ont décroché de l'école, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont aucune couverture sociale. Bon, ben, voilà, vous avez une réserve pour faire de bons salafistes. Et c'est le cas dans tous ces pays-là. C'est très simple. C'est très simple. C'est-à-dire, la réponse, elle est à ce niveau-là où on peut toujours mettre des démocraties, essayer de faire gesticuler, tenir de bons discours, mais si ça, c'est pas traité, bon, voilà, c'est cuit. Alors, pour revenir à la guerre des subjectivités, au fond, moi, j'ai travaillé pas comme historien, et j'aimerais bien discuter avec des historiens sur ces questions-là. Mais ce qui m'avait frappé, en faisant mon travail, un peu comme ça, c'était l'extraordinaire, et ça se vérifie, ça, c'est une hypothèse freudienne, ça se vérifie, la puissance de la culpabilité. Enfin, moi, j'ai essayé un peu de développer l'idée que un des agents de l'histoire, c'est ce que nous appelons le surmoi. C'est une histoire qui se lit à travers deux questions très importantes, qui sont la question de la culpabilité, coupable d'infidélité, coupable de cesser d'être musulman, coupable et ce que ça entraîne, c'est-à-dire la nécessité d'expier et de toute une surenchère qui a créé ce que j'appelle la figure du sur-musulman, c'est-à-dire celui qui sans cesse va essayer de devenir encore plus musulman qu'il n'est Pourquoi ? Parce que il doit répondre à un problème qu'il vit, qui est que être musulman n'est plus évident. Et il est d'autant moins évident que la vie moderne fait que ça se mélange énormément et que non seulement ça se mélange et ça s'homogénise partout. L'homogénéisation est quelque chose qui est une réalité que vous connaissez dans le monde. Et c'est-à-dire qu'on a là, finalement, une revendication de ségrégation. L'homogénéisation produit partout des revendications ségrégatives. Et même, regardez, et même la ségrégation devient une des revendications de l'égalité. Paradoxalement. C'est un détour de l'histoire.
Pour justement quoi? Pour se protéger contre l'homogénéisation. Et donc, naissent et peuvent naître partout, et de plus en plus, des minorités de toutes sortes. Des minorités, bien sûr, culturelles, des minorités sexuelles, des minorités d'associations de schizophrènes, des minorités, ainsi de suite, qui existent aujourd'hui. Hein, bon. Et au nom, justement, de l'égalité, et pour ne pas être... Parce que l'homogénéisation produit de la normalisation. Et la normalisation, dans le discours dominant, elle est destructrice de toutes les... stigmatise. Voilà. Donc, d'une certaine manière, on peut comprendre ce qui est en train de se jouer. Bon, j'ai déplacé, mais un certain nombre des problèmes de l'islam sont des problèmes partout dans le monde, sauf que là, il y a évidemment à l'arrière-plan ces enjeux géopolitiques qui font que un pays comme l'Arabie Saoudite a mis, depuis à peu près 25 ans à peu près, 70 milliards de dollars pour alimenter les mouvements islamistes. Et que donc, les armées de toutes, enfin, avec des armes, avec des armes qui tuent, mais les armes qui autorisent le meurtre, c'est-à-dire le discours. Ils ont fourni les moyens. Ce sont des alliés des démocraties européennes et occidentales. Des alliés politiques, géopolitiques, mais aussi économiques. Et ils savent faire des choses. Bon, voilà, c'est une autre discussion, mais elle est néanmoins très importante parce qu'elle montre que les questions que nous voyons aujourd'hui, du terrorisme, etc., sont cofabriquées. Entre des puissances locales qui sont alliées de grandes puissances et qui, on peut le montrer, que ce soit en Afghanistan ou par la suite en Irak ou ailleurs, il y a une cofabrication de ce qu'on appelle le terrorisme qui n'aurait eu aucune chance s'il n'y avait pas les moyens donnés pour... bon, vous savez, un camp de djihadistes ne se fait pas comme ça. Hein, c'est pas... il faut des moyens, des protections, etc. pour que ça se fasse. Systématiquement, des décisions ont été prises, la destruction de l'Irak, la destruction de la Libye, etc., sont aussi des moments très précis qui ne sont pas, contrairement à ce qu'on dit, des décisions improvisées. Il peut y en avoir des décisions improvisées, des erreurs mais sur le long cours, on voit bien que ce n'est pas des erreurs du tout, qu'il y a une logique dans tout ça, qui, au fond, pour la résumer d'une certaine manière, aujourd'hui, le monde européen, le monde occidental, des démocraties, est l'allié objectif des mouvements islamistes. Allié objectif, contrairement aux discours, évidemment, qui sont tenus quotidiennement, etc. Mais on peut dire ce qu'on veut, mais objectivement, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, alors parfois, voilà, on arrive parfois à des contradictions et où il en revient quelque chose, évidemment, de ces alliances dans des pays même qui pensaient être protégés et qui aujourd'hui, évidemment, on ne peut plus aujourd'hui prétendre vraiment verrouiller quoi que ce soit. Hein. C'est fini, ni d'un côté ni de l'autre. Et bon, alors tout ce qui est aujourd'hui de ce qu'on appelle la radicalisation, etc., bien sûr qu'on peut voir comment des jeunes peuvent se trouver amenés à faire le choix de la mort, ou de tuer et d'être tué, etc. On peut rentrer dans ces détails-là, mais tout ça s'inscrit quand même dans un très vaste mouvement dans lequel il
il y a cette question, bien sûr, qu'est-ce qu'être musulman aujourd'hui, à laquelle certains prétendent y répondre, mais cette réponse est en même temps, elle est vaine, parce que la réalité, c'est que les repères anciens de ce que c'est que être musulman ont sauté partout, et que le monde de la tradition est fini, il est terminé, et que nous sommes dans cette césure que je cite toujours ce vers de Rilke qui dit à peu près ceci, mais je ne sais pas si je le cite correctement, mais c'est dans ce sens-là: ce qui était n'est plus et pas encore ce qui vient. Et voilà, c'est... Bon, peut-être que... Merci beaucoup, Féti, pour au fond, pour la façon dont tu reprends de façon généalogique ta démarche dont il faut dire aussi qu'elle articule la psychanalyse, l'histoire, l'anthropologie, la question du sujet. Je trouve extrêmement éclairant la généalogie que tu développes, à la fois de la guerre et de la question du sujet. Éclairant parce qu'au fond, en Occident, on se trouve extrêmement désorienté, extrêmement dépourvu d'intelligibilité pour penser quelque chose qui nous revient un peu comme en boomerang. Et dont tu as d'ailleurs très très bien montré dans ton exposé comment, au fond, nous en procédons sans le savoir. Effectivement, avec la violence des attentats islamistes de janvier, c'est bien quelque chose qui nous est revenu en boomerang à l'Occident. Et si on a eu cet effet, me semble-t-il, de retour en boomerang, c'est aussi parce que, moi ça me frappe, nous sommes très, très ignorants des textes fondateurs de l'islam. Et au fond, ce que nous méconnaissons, c'est que ce qui nous arrive, c'est en même temps quelque chose qui voile, qui masque, tu le montres bien dans ton livre, quelque chose qui masque le texte même du Coran. Et ce qui se passe, tu l'analyses dans différents mouvements qui trouvent leur acmé dans les attentats suicides. C'est effectivement ce phénomène de la prise en masse identitaire, dont tu montres comment elle est liée à une mutation radicale de la question du sujet. Et au fond, cette mutation radicale, eh bien, la montée de l'extrême droite en France et partout en Europe en est aussi l'écho. Il faudrait que nous commencions à en prendre conscience. Et justement, tu montres remarquablement comment le sujet des attentats suicides, ce surmusulman, effectivement, dont tu esquisses la figure dans ton introduction, comment c'est un sujet qui est prêt à s'absorber dans la mort, dans une aspiration au sacrifice qui est facilitée par toute une série d'agencements discursifs dont tu retraces remarquablement la généalogie. Et me semble que mettre au jour ces agencements, analyser la colle identitaire qui les fait tenir, mais aussi toute l'occultation qu'ils opèrent d'humanité arabe dont les noms sont égrenés au fil du livre, me semble que c'est l'objet de ce livre. Ce livre qui décrit, pour moi, le nouveau visage de notre actuel malaise dans la culture. C'est pour ça que c'est pour moi un livre très important. Et on n'en a pas encore parlé, mais je trouve que c'est aussi un livre, ce livre est aussi une question adressée au pouvoir du langage. Et tu adosses au fond ce que tu appelles ton propre divan occidental-oriental, et divan, on va le prendre dans tous les sens du terme, puisque tu es psychanalyste, tu adosses ton propre divan occidental-oriental à la question du sujet. En évoquant ce fameux divan occidental-oriental, bien sûr je fais allusion à Goethe, qui est évoqué dans le présent livre, mais qu'il était déjà dans Soudain
la Révolution, livre autour duquel tu étais venu parler en 2011, un entretien de poésie. Et à l'horizon de ton livre, il y a les retentissements de la mondialisation sur ce que je trouve passionnant, sur ce que tu montres des remaniements de l'idéal du moi, dont les attentats suicides constituent au fond la traduction mortifère. Moi, ça m'a énormément intéressée parce que je crois qu'on a le non psychanalyste ou le non spécialiste va trop souvent, dont je suis, va trop souvent traduire les choses en termes de pulsions de mort dont on n'a qu'une vision banalisée, et on va complètement occulter ce qui est à l'œuvre dans ces attentats suicides, effectivement, une sorte d'appel à l'idéal du moi qui lui-même engouffre, comme tu le dis, le sujet dans une sorte de niche mortifère, parce que la traduction qui est faite, la réponse à cet appel sublimant est elle-même mortifère. Et ça, le livre le montre remarquablement. Ce sont autant de signes de l'obscurantisme sous forme, je te cite, d'une psychose de masse anéantissant la subjectivation. On mesure ici toute l'importance du propos. Parce qu'il ne suffit pas, comme le font certaines analyses de politologues, même extrêmement forts et informés, de pointer la suture entre culture et religion opérée par l'islamisme. Je pense à quelqu'un comme, chaque fois je me trompe sur son prénom, Olivier Roy. Olivier Roy. Encore faut-il, et c'est tout le travail de ce livre, c'est ce qui, moi, m'a énormément intéressé, interroger les signifiants par lesquels cela se trame. Parce que tu es attentif à la plastique même de la langue. La plastique de cette langue arabe, qui a d'ailleurs un partage avec l'hébreu d'être une langue consonantique, une langue dont les racines engendrent des combinaisons modulables. Et cette langue, elle est décrite, il y a une belle évocation, page 69, cette langue arabe, comme, je cite, un corps formé par des consonnes imprononçables et statiques, telles des colossoïdes que les voyelles animent, et l'anime en générant des signifiants comme des gestes, ou plus exactement comme des actes, puisque le sujet grammatical, en arabe, est désigné par le concept d'actant. Alors, ce qui est fort, justement, c'est que l'hypothèse de travail, enfin, il m'a semblé, c'est que ce sont les mutations dans l'ordre des signifiants qui permettent de détecter le bouger de l'histoire. Et justement, ça, c'est un travail qu'un historien, si je puis dire classique, ne peut pas faire. Parce qu'il ne va pas aller creuser à la racine, si je puis dire, des gestes de la langue. Par exemple, il y aurait de multiples exemples déployés dans le livre. Par exemple, ce que tu évoques, je crois que c'est dans le chapitre passionnant sur l'agonie pour la justice, ce qui se passe dans les années 80, au moment où est forgé un mot à partir de la racine CHD. Alors moi, je ne prononce pas l'arabe, malheureusement, quelque chose comme... Sarad. Et Istihadi, le demandeur de martyr. Et tu vois comment, là, avec cette forgerie de langage, on est passé de l'ordre du sujet subissant à celui de l'actant, en quête de la mort. Il y a événement. Hein, et j'aurais pu évoquer, par exemple, l'analyse frappante du nom même d'Allah et de cette dématérialisation radicale du nom de Dieu qui est si lourde à porter, qui est d'une certaine façon l'importable. Alors je trouve que ce livre a une grande puissance de désoccultation. Pour moi, c'est le... Voilà, ce serait le mot qui, pour moi, au fond, rassemble un peu la démarche. Parce que la guerre des subjectivités en islam opère, à mon sens, une anamnèse qui nous renvoie aussi à notre propre ignorance d'occidentaux. Puisque, à chaque fois, je disais, il y va de la façon dont le sujet est bougé, animé par les signifiants de la langue, aspiré dans certains cas par ces redoutables entreprises idéologiques qui sont autant de montages de discours, et des montages d'autant plus efficaces, c'est très très bien montré dans les différents cas, qu'ils vont happer le sujet. Ils vont, en quelque sorte, comme le capturer au lasso, si on peut dire, de cet idéal du moi, dont les remaniements actuels font l'objet d'analyses profondes. Et j'ajouterais, pour préparer la question, parce que j'ai au moins une question, que ce que je trouve beau aussi dans ce livre, traversé d'ailleurs par le poétique et par la poésie, c'est sa dimension autobiographique.
Parce qu'au fil des articles, voire d'un discours de soutenance d'habilitation, on lit au filigrane le portrait d'un penseur qui se veut tout sauf un intellectuel musulman. J'ai beaucoup aimé ce texte d'un humour ravageur, où justement tu déconstruis de façon salutaire les identifications que l'on se voit parfois collées. Et ce livre opère du coup un travail de réactivation des signifiants dormants dans la langue, parce qu'ils sont comme réhabités, me semble-t-il. Parce que ce livre est pour moi aussi un travail de traduction. D'ailleurs, tu as très bien montré tout à l'heure comment la question des lumières est indissociable d'une retraduction, y compris en termes d'anti-lumière ou de contre-lumière. Et du coup, on a une traduction d'une rive à l'autre incessante des langues arabes, françaises qui finissent par s'entrappeler et s'entretraduire. Et d'ailleurs, significatif à cet égard, le double choc dont rend compte Fethi Benslama lorsque il découvre la traduction de la science des rêves de Freud par Mustapha Safwan, qui fut, si je ne me trompe, un remarquable passeur de Lacan, et puis la lecture d'une saison à l'enfer qui constitue, je cite, un éblouissant langage de liberté qui succède à la langue coloniale exécrée et qui permet sans doute d'habiter autrement et ailleurs la langue. Au fond, comme si tu redessinais une sorte de site de l'étranger. J'utilise à dessein cette référence à un livre et à des analyses importantes de Pierre Fédida que tu as, je crois, très bien connu. Et du coup, ce site de l'étranger permet de renommer les choses et permet de réhabiter le poétique sur son double versant, français, arabe, d'un côté Rimbaud, Rilke, Hölderlin, et puis de l'autre, les poètes et les penseurs arabes, que ce soit Ibn Arabi, Jorjani et d'autres, le divan occidental, oriental qui se déploie d'un texte à l'autre. Et moi, la question que ce texte m'a posée se joue justement autour de cette notion d'humanité, au pluriel, mais on sait bien que les humanités au pluriel, ça pose la question même de l'humain et de l'humanité. Je crois que c'est pas par hasard si tu fais si souvent référence au livre admirable de Robert Antelme, L'espèce humaine, parce que parvient là à faire dialoguer les humanités, à montrer comment les humanités arabes elles-mêmes non seulement retraduisent, mais dialoguent avec les textes les plus profonds de la culture occidentale. Par exemple, comment Ibn Arabi a une portée proche de la psychanalyse dans ce qu'il tisse de sa méditation autour du sacrifice d'Abraham et de la nécessaire interprétation que porte le texte coranique. Ou encore, quand tu évoques Jorjani, et cette pensée du sujet qui fait quasiment écho au sujet selon Lacan. Alors pour moi, la question, c'est que faire ? C'est les modalités problématiques de la transmission en nos sombres temps complices, parce que il y a notre propre obscurantisme occidental, notre méconnaissance radicale de ces humanités arabes, et du coup, on se trouve comme doublement piégé, doublement dans l'obscurité. Comment pourrait-on envisager, y compris en Occident, de revenir à ces humanités arabes qui sont toujours, au fond, l'objet d'une très très grande ignorance? Comment est-ce qu'on peut réactiver ces signifiants voilés de la langue et de la culture? Est-ce qu'il ne faudrait pas proposer une formation concernant les humanités arabes, poésie et philosophie mêlée? Mais tout ça, on voit bien, est tout à fait utopique ce que je suis en train de dire, parce que ça demeure de l'ordre de la prescription. Et pourtant, en te lisant, on a l'impression que seule une réactivation de ce qui est enfoui dans la langue et dans la culture permettrait à des sujets, au fond, d'accéder à une forme de subjectivation viable, plus viable que ces remaniements mortifères de l'idéal du moi. Ces jeunes qui partent faire le djihad, c'est bien qu'il y a eu une sorte de manque à un moment donné, il y a eu un trou, il y a eu un défaut, et c'est valable aussi pour nous.
Alors, quelle réponse donner dans l'ordre du langage? Voilà, ce serait ça la question. C'est une très très grande question. Et merci d'abord pour la traversée que tu viens de faire et qui je crois, a pointé une série de questions qui sont des questions, en effet, au fond même de la construction de ce dont j'essaie de rendre compte. Que faire, ça, c'est très difficile. Et en même temps, il y a des lignes qui se présentent aujourd'hui. Tu as évoqué d'abord quelque chose qui est de ce qui se passe dans le langage. Et ça, c'est quelque chose de très important, je crois. C'est même là que peut-être nous avons un travail à faire. Un des livres qui m'avait frappé, moi, au cours des 20 dernières années, c'est le livre de Klemperer sur le langage au Troisième Reich, où il montrait comment le nazisme est préparé et en même temps vient avec une modification dans le langage quotidien, ce que les gens ne disent pas. Si on entreprenait aujourd'hui une étude sur le langage, enfin les discours utilisés dans les médias, notre façon de parler, etc., vraiment ça dirait beaucoup de choses sur ce qui est déjà venu et qui va s'installer en termes de pouvoir, etc. Je crois. L'exemple que tu as donné sur le shahid, je peux le prendre parce que c'est vraiment indicatif de ce qui peut se passer, ce qui se passe avec ce que nous appelons le discours, voilà, l'ordre du discours, si c'est le mot ordre, je n'aime pas. Enfin, même le mot univers n'est pas très bon, enfin, avec ce qui se passe dans le discours. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, au moment de la lutte contre le colonialisme, lutte complètement inégale, d'un côté des puissances avec des armes considérées, de l'autre côté des mouvements qui avaient peu de moyens. Pourquoi est-ce que les attentats suicides n'avaient pas existé? Il y a eu des attentats, on posait des gens, hein, mais les attentats suicides, c'est quelque chose quand même qui est aujourd'hui notre actualité quotidienne. En Irak, c'est tous les jours. Parfois, même maintenant, on n'en parle même plus. L'Australien qui vient de mourir a fait un attentat suicide où il n'a pas été le seul à mourir. Voilà. Bon. Et je me suis posé cette question, mais pourquoi? Et en me posant cette question, je me suis aperçu d'une chose. D'abord, bon, pareil, il faut essayer toujours de faire la généalogie de quelque chose, et en remontant au moment où commencent les attentats suicides, c'est-à-dire avec le Hezbollah. C'est le Hezbollah qui invente véritablement la fabrique des attentats suicides au Liban. Mais c'est pas seulement une fabrique matérielle, c'est une fabrique de discours. C'est-à-dire une construction qui permet... Les gens ne se suicident pas sans un discours, ou alors ils ont un raptus mélancolique, mais c'est très rare. Vous voyez bien même celui qui a balancé l'avion contre son avion, quand il y a quelque chose, il y a un discours, on s'aperçoit qu'il disait quelque chose. Même j'ai lu quelque chose d'intéressant que disait sa petite amie. Je dévie, mais non, c'est pas sans raison. Sa petite amie racontait, c'est dans le Monde d'hier, disait, il s'est réveillé de cauchemar et on disait nous tombons, nous tombons, nous tombons. Donc déjà, il y avait son désir de tomber qui était là, cauchemaresque, mais parfois le désir, le cauchemar peut se lever et laisser la place au désir dans sa crudité et sa capacité, désir mélancolique évidemment.
il y a quelque chose, il y a des mots qui sont toujours là pour dire. Et alors, quand j'ai regardé ce qui s'est passé avec le Hezbollah, je me suis aperçu d'une chose étonnante, à laquelle on n'avait pas prêté attention, c'est le mot martyr, qui est aujourd'hui, évidemment, le mot. Le djihadiste, celui qui va au djihad, ne va pas seulement se battre aujourd'hui, il va pour être un martyr. Et il s'est passé quelque chose dans la langue, qui est un phénomène absolument étonnant. Jusqu'à là, le mot shahid, c'est comme le mot martyr, martyros, c'est-à-dire à la fois, il est le témoin, celui qui meurt pour la cause, mais il témoigne en même temps à travers sa mort. Et dans la langue arabe, il y a des formes. Il y a les formes passives et la forme active. Il y a des verbes qui ne peuvent pas devenir actifs, qui se conjuguent uniquement sur le mode passif. Parmi ces verbes qui se conjuguent sur le mode passif, c'est le verbe martyr. Shahid. Ustushhida, ça veut dire être martyrisé, d'une certaine manière. Et on ne peut pas dire je me martyrise ou je martyrise, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le martyr a un statut que on ne peut pas vouloir le martyr, on va au combat et après on meurt et on devient martyr. Et donc, ce n'est pas soi-même qui peut se désigner comme dans un vouloir être martyr, c'est les autres qui désignent une fois que la personne est morte dans le combat. Or, ils vont créer une forme verbale, va se créer une forme verbale qui permet en effet de le conjuguer dans l'actif et de se dire que on devient actant de martyr, c'est-à-dire on s'ouvre d'une certaine manière dans la langue une trappe qui permet à ce que véritablement le désir de martyr passe à l'acte, qui n'existait pas grammaticalement avant. Ça, c'est une chose. Voilà comment se fabriquent des possibilités dans le discours qui peuvent amener les gens, en effet, à se parler, être parlés, comme voulant devenir un martyr. Alors, tout ça avec un remaniement du mythe originaire du chiisme, etc., qui est très important, et touche la question de l'idéal, justement, des idéaux du moi. Quand vous regardez aujourd'hui, il y a un mot qui est tout le temps prononcé dans le monde musulman, c'est le mot dignité. Et dignité ne se conjugue pas de la même façon, selon qu'on dise dignité en ayant pour référence les droits de l'homme, par exemple, ou si on dit le mot dignité si on est mafieux, ou si, parce que les mafieux, disons, si le respect, etc., ou si on a pour une référence religieuse. Le registre de la dignité mériterait d'être décliné selon les référents qu'on a. Et lorsqu'il s'agit de la question religieuse, le mot dignité, quand les révolutions dans le monde arabe ont eu lieu, il n'y avait pas de slogan religieux. Le mot dignité était référé aux droits de l'homme. C'est après. C'est quand les monarchies pétrolières se sont mêlées de ces révolutions que sont introduits la question religieuse. Mais au départ, il n'y avait pas. Le référentiel de mot dignité était les droits de l'homme. C'est très clair. Pas un. D'ailleurs, on se demande où ils étaient, les islamistes. Ils avaient disparu. Ils ont totalement disparu. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur dit souvent en Tunisie. Mais où est-ce que vous étiez pendant la Révolution? On ne vous a pas entendu. Ben non, parce que les gens ne demandaient pas. Ils avaient une autre demande. Mais quand il se met dans le registre religieux, la dignité prend une dimension, justement, qui n'est pas référée à un droit du sujet. C'est la dignité, elle est référée à un droit de Dieu. C'est-à-dire, au fond, la dignité du sujet n'est pas sa dignité en tant qu'il est lui, mais en tant qu'il est sujet de Dieu. Et ça change l'opération complètement, parce qu'à ce moment-là, ça fait appel à... Au fond, la dignité de l'homme religieux n'est pas sa dignité, c'est la dignité de son Dieu, avant tout. Et c'est celle-là qui est en jeu chaque fois. Et celle-là, justement, elle fait référence à quoi?
elle fait référence à justement cette question de l'idéal du moi, qui est la chose la plus grave et la plus dangereuse chez les êtres humains. C'est leurs idéaux, ce sont nos idéaux qui sont les choses les plus exclusives, les plus explosives, la plus exclusive et la plus explosive parce que les idéaux s'enracinent dans le narcissisme humain et que donc c'est de là qu'ils tirent leur puissance, leur puissance la plus ravageante en même temps. Nous avons besoin de ces idéaux, parce que les idéaux nous permettent justement de sortir de leur narcissisme, mais en même temps, ils peuvent devenir quelque chose d'extrêmement dangereux, parce qu'ils peuvent aussi s'alimenter de ces ressources du narcissisme individuel ou collectif, parce qu'il y a du narcissisme... Bon. Alors, à la question que faire, donc, il y a quelque chose qui est au niveau justement de ce que le langage aujourd'hui, que nous tenons, qui se tient, si vous regardez tout ce qui est autour de l'identitaire, etc., la place qu'il a prise, elle est absolument colossale. L'identitaire, pourquoi il l'a prise? Il l'a prise parce qu'aujourd'hui, tout à coup, ont disparu les modes un peu partout dans le monde, par la forme que prend le capitalisme. L'espérance de justice sociale a reculé. Et il ne reste souvent aux populations que la justice identitaire, qui est la justice identitaire, c'est-à-dire la justice du narcissisme individuel et collectif. C'est le dernier recours lorsque justement les espérances de justice sociale reculent. C'est-à-dire la justice sociale, politique aussi, recule. Et on recourt à la justice identitaire à ce moment-là. Et pour moi, il ne fait pas de doute que si aujourd'hui, en France, le Front National progresse, c'est pas parce que tout à coup, 30 ou 35% des Français sont devenus des fascistes. C'est parce que justement, le recours à la justice identitaire est devenu un des chemins les plus forts pour le délaissement, la dégradation des milieux de vie de beaucoup de gens en France. Il suffit d'aller dans les endroits pour... on le voit très clairement, et pas seulement dans les villes, pas seulement dans les banlieues. Dans les campagnes, vous voyez bien comment les gens n'ont plus accès à des choses fondamentales, élémentaires. Et la justice identitaire, une des choses qu'elle fait, c'est qu'elle va incarner, rendre présent, ce qui ne s'entendait jusqu'à là que comme quelque chose qui est de l'ordre de l'invisible, de l'insaisissable. Je voudrais vous raconter tout à l'heure, avant de venir ici, il y avait deux petites filles qui, chez moi, qui sont de ma famille, avec leur mère, et je les entendais. Une des petites filles dit à l'autre: moi, je crois au petit Jésus. L'autre lui dit non, moi, je ne crois pas au petit Jésus. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je crois au petit Noël. Ils ont 5-6 ans. Moi, je crois au Père Noël. Et la mère dit, pour se moquer... Non, c'est pas la mère, c'est la mère de l'une des deux, dit mais moi, je crois au popcorn. Et toutes les deux, presque au même moment, lui disent: mais non, on ne croit qu'à ce qui n'existe pas. Texto. Extraordinaire. Quelle leçon. Bon, c'est assez saisissant de voir des gamins parler comme ça. Et ben voilà, il y a quelque chose qui n'existe pas, l'identité française, mais c'est parce qu'elle n'existe pas. Ça ne veut pas dire que c'est un non-sens, ou ça a une certaine consistance par certaines choses qui peuvent exister ici, la langue, certains modes de vie, certains rapports à l'histoire, etc.
Mais il y a un moment où elle va commencer à exister incarnée. Et on pense pouvoir la saisir et la mettre... et à ce moment-là se produisent alors les catastrophes. Et le discours, voilà, aujourd'hui est plein de choses qui, d'une certaine manière, de tous côtés, promettent de faire exister ce qui devrait rester uniquement de l'ordre d'une voilà, une croyance qui invisible ou en tout cas pas incarnée, voilà, pas dans l'incarnation. Alors comment faire ça? C'est justement, tu as posé le problème, la question des humanités arabes, c'est que le problème aujourd'hui, il y a le problème que nous avons, c'est que nous le savons, dans des bons lieux où enseignent des enseignants parfois qui sont vraiment des gens formidables, j'en connais. Certains, quand ils arrivent au chapitre de l'islam, ils passent, ils sautent. Ils n'enseignent pas. Ils ont peur. Ils ont peur pourquoi? Parce qu'ils ont peur devant un public qui est parfois exclusivement fait qui est composé d'enfants de familles musulmanes. Ils ont peur de leur réaction. Et du même coup, les élèves voient que ça a été sauté. Et évidemment, ils savent qu'il y a quelque chose qui a été... et à ce moment-là, ça passe dans le registre de la reconnaissance, de leur référence qui a été écartée. Bon. Et aujourd'hui, le discours est toujours de faire... Moi, je pense que ce n'est pas tellement les humanités arabes ou les humanités de l'islam, c'est de ne plus enseigner l'islam comme quelque chose d'étranger. C'est ça l'importance aujourd'hui. Pendant très longtemps, il y a quelque chose, j'ai assisté à une conférence absolument extraordinaire à Marseille d'une chercheuse israélienne qui montrait comment s'est fait le découplage entre les juifs et les musulmans à travers l'art et la littérature du XIXe siècle, et le recouplage, l'invention du judéo-christianisme. C'est une invention, et le judéo-christianisme ne croyait pas que ça existait depuis tout le temps. C'est un discours qui est né à un certain moment. Et musulmans et juifs, en tout cas d'Orient, étaient convaincus qu'il y avait un judéo-islam ou un islamo-judaïsme. Et il fallait montrer la preuve. Et donc, à un moment donné, se fait un découplage dans l'ordre du discours, dans l'ordre de la représentation, etc. Mené d'une manière implacable. Elle a montré notamment, mais c'est toujours avec les femmes que ça se passe, en plus, comment à travers la figure de la juive se fait cette opération. Et c'est toujours dans les moments de passage, c'est le corps de la femme qui est en jeu, que ce soit avec l'histoire du voile, que ce soit avec les hystériques de Charcot et après de Freud. Les moments de bascule, c'est le corps de la femme qui vient au premier plan, qui est interrogé, pour des raisons qu'il faut voir. Alors, pour revenir, la question aujourd'hui, c'est pas seulement d'enseigner ce qu'est l'islam, mais de montrer que ce n'est pas quelque chose qui est étranger. Une part de l'islam fait partie du monde occidental, de l'histoire de l'Occident. Voilà. C'est la réalité. Vous prenez, vous voyez, c'est lisible, c'est pas une invention. On ne peut pas... il en fait partie. Pas tout n'est pas là. Comme le judaïsme ne se laisse pas totalement résumer dans l'histoire occidentale, mais il a... Et dans l'histoire moderne, il devient... Après la sortie des ghettos, et les juifs européens deviennent inventeurs de la modernité, ils ont une existence ancienne, et bien entendu. Mais je veux dire, dans l'édification de la grande culture occidentale, de montrer que ce n'est pas extérieur, qu'il n'y a pas d'un côté juif et musulman, l'un d'un côté, enfin entre eux, un clivage, voilà, c'est les clivages. Mais que c'est mêlé, quoi. Et à ce moment-là se produit un mode de reconnaissance qui va justement, je pense, faire reculer les clivages. C'est les clivages qui rendent les gens fous. C'est les clivages qui produisent les psychoses collectives.
Et c'est peut-être là que nous avons un travail à faire, nous tous, d'essayer de tenter de lever ces clivages-là, que ce soit dans la littérature, que ce soit dans la poésie, que ce soit dans les essais, etc., d'arrêter, au fond, de mettre quelque chose qui est... Parce que ce qui est important, c'est de montrer les inclusions, toujours. Pas les appartenances, les inclusions. L'autre est toujours inclus à l'intérieur de soi, mais il est inclus dans mon histoire, et je pense que ça va aider beaucoup ces jeunes que nous voyons, les aider à ne plus se sentir extérieurs à leur lieu de vie. Et je crois que moi, c'est au niveau d'une stratégie intellectuelle, une stratégie qui doit évidemment s'étendre aux médias, mais les médias, on sait très bien ce qui est le plus difficile à remuer, il y a beaucoup de bêtises, mais peut-être que si nous, on s'adresse à eux aussi, on peut, je pense, influer à travers nos productions, à travers ce que nous faisons, ce que nous enseignons, etc. Il y a un début à ça. Après tout, le judaïsme était dans la même situation en France. Le juif était une figure extérieure. Le breton l'était, d'une certaine manière. C'est une des choses, je dis ça très rapidement, parce que une des choses passionnantes que j'avais trouvées, c'est que c'est les maladies qui atteignent ce qu'on appelle la sinistrose, qui est une maladie psychique dont tombent souvent malades des ouvriers étrangers. Ça a commencé chez les Bretons, d'abord, en France. C'est eux qui étaient atteints de sinistrose. Les Bretons, le Breton était un peu, pas tout à fait, un Français central. En tout cas, il était resté longtemps. Bon. Et arrêter ce discours sur l'intégration, qui signifie qu'on va vous intégrer, et qui devient un discours de la désintégration, en réalité, et que donc montrer déjà l'inclusion historique et de ces rapports qui correspondent à quelque chose de vrai dans l'histoire. Moi, je pense que c'est cette stratégie-là qu'il faut jouer. Et peut-être qu'à ce moment-là, on arrivera, mais au long cours, de toute façon, c'est des choses qui ne se modifient pas du jour au lendemain, on arrivera à changer quelque chose et à installer un autre mode de reconnaissance que celui qui, aujourd'hui, à l'œuvre, et les revendications identitaires sont des revendications de demande de reconnaissance, de justice, de la reconnaissance. Tu utilises d'ailleurs ce mot, c'est la question de la reconnaissance, qui reste quand même un enjeu central, toujours. Voilà, bon, je vais essayer d'être pas trop long, d'être même très bref pour laisser du temps à la discussion. Donc en fait, je voulais juste simplement souligner un point au fond dans le temps qui reste, très simple, mais qui me paraît extrêmement important, c'est l'importance politique aujourd'hui de la démarche de Fethi Ben Slama. Il me semble, et on l'a vu beaucoup dans les débats qu'il y a eu après les événements de janvier, qu'au fond, le débat public tend à être dominé par deux positions qui, ni l'une ni l'autre, ne viennent. La première, c'est celle, pour simplifier, du choc des civilisations. Ce sera la position qui va consister à accuser l'islam dans tout un tas de déclinaisons possibles. Et il en est question dans la guerre des subjectivités avec Robert Redeker, que vous défendez contre, évidemment, les menaces dont il a fait l'objet, mais avec lequel vous êtes en désaccord en ce qu'il promeut, ce que montrait la figure en ce qu'il promeut, ce que vous appelez la honte d'être musulman. Donc, ça, c'est la vision de civilisation chrétienne qui serait en lutte contre... Voilà. Et alors, de l'autre côté, alors, évidemment, la première position que je donne là, elle nous intéresse moins, puisque c'est plutôt tendanciellement une position de droite, voire très à droite. D'un autre côté, la position de gauche, qui s'est avérée quand même être problématique sur cette question, pour exactement la raison que vous disiez tout à l'heure,
en citant ce propos sur le fait qu'on ne caricature pas la religion des opprimés. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, tel ami me disant, mais l'islam, c'est tout ce qui reste à des opprimés, telle tribune dans le Monde, par exemple, rappelant l'ensemble des guerres produites par l'Occident dernièrement, sans faire aucune différence entre ces guerres, et disant, voilà, on est coupable, donc on a tort d'accorder trop d'importance à cette affaire de l'attentat Charlie Hebdo. Au fond, c'est la position qui découle de l'après-colonialisme, en disant, voilà, l'Europe est coupable, très gravement, et de fait c'est vrai, de ce qu'elle a fait pendant l'époque coloniale. Alors, évidemment, le problème de cette position, avec laquelle on est d'accord, avec laquelle vous êtes d'accord, s'il s'agit de dire ce qui s'est passé avec la colonisation et ce qui s'est passé ensuite dans la poursuite larvée de la colonisation, au plan des opérations financières, de l'accaparement des ressources minières, etc. etc. Mais le problème qui se pose, c'est que cette position tend à être, d'une part, aveugle à ce qui se passe avec l'islamisme, et d'autre part, aveugle à l'islam tout court. C'est-à-dire que c'est ce que vous dites beaucoup dans le livre, un intellectuel musulman va avoir du mal à faire entendre une critique de l'islam, ça c'est l'aveuglement vis-à-vis de l'islamisme, et va être accusé d'islamophobie. L'islamophobie, mais souvent d'ailleurs, ils sont accusés d'être favorables à l'homosexualité et d'être homosexuels, et donc c'est le discours homophobe qui souvent se conjugue avec le discours islamiste accusateur. Excuse-moi. Non, mais voilà donc du coup cette impossibilité pour les intellectuels musulmans eux-mêmes à faire passer le discours des Lumières. Et puis, par ailleurs, le problème de cette position de gauche, c'est qu'elle méconnaît l'islam, c'est-à-dire ce que serait l'islam, ce qui se passe dans le monde islamique, au fond, ne serait qu'un dérivé des agissements occidentaux. C'est en grande partie vrai, mais à cause de la colonisation. Mais ce que ce livre, notamment, nous permet de penser, c'est une logique propre à l'islam. Et ça, c'est quelque chose de très important qui est dans le débat public aujourd'hui, qui évite cette double simplification de droite d'un côté avec le choc des civilisations et de gauche avec l'idée qu'au fond il y a une culpabilité occidentale qui permet de tout expliquer, ce qui n'est pas exactement vrai. La chose est plus complexe que ça. Et alors ça, je voulais souligner parce que c'est quelque chose qu'il est difficile de faire entendre, parce que c'est une position plus nuancée, plus complexe que les deux pôles dont je parlais là. Et c'est une position d'inclusion aussi, sur ce que vous voulez dire, c'est-à-dire qu'au fond, il s'agit de faire travailler le questionnement des Lumières, du côté occidental et du côté de l'islam. Voilà. Je ne vais pas être plus long parce qu'il est déjà à moins le quart, mais simplement, je voulais souligner ça, cette importance politique de cette démarche qui sort d'une alternative qui me semble être vaine des deux côtés, même si évidemment, il me semble que la position qui reconnaît ce qu'a fait le colonialisme est quand même beaucoup plus justifiée. J'avais une question simplement très, très rapide et peut-être trop vaste sur le rôle de la littérature et des écrivains, puisqu'au fond, si la guerre des subjectivités en islam commence avec ce moment où apparaît un trou dans le savoir de Dieu, ce qui est quand même très frappant, c'est que les positions islamistes ne s'en prennent pas à des scientifiques, ne s'en prennent pas à la science comme telle, qui au contraire est parfaitement intégrée dans la démarche, mais à des écrivains et à des artistes. Le paradigme, c'est Salman Rushdie. C'est avec lui que ça commence vraiment au niveau, en tout cas, non pas que ça commence à proprement parler, mais que le retentissement mondial de la condamnation à mort commence, et jusqu'aux événements de janvier, on a affaire à des artistes, disons, d'une autre. Alors, voilà, ma question, c'est portée sur la place de l'artiste
dans cette guerre, et pourquoi c'est l'artiste, l'écrivain, qui va être attaqué plus que le scientifique qui n'est pas inquiété, et qui pourtant lui amène la recette pour fondre les canons, et donc apporte à l'inverse de l'artiste le tronc dans le Seigneur de Dieu à proprement parler. Merci beaucoup. Ce que vous avez dit au début, c'est exactement ça, la position. Je ne suis pas le seul à occuper, mais un certain nombre d'intellectuels, c'est-à-dire ni de ceux qui, enfin, de ce que vous avez très très bien exprimé, et qui est la plus difficile à faire entendre. Parce que très, très rapidement, vous pouvez avoir les partisans qui sont convaincants, et le chemin le plus court souvent et le qui emporte l'adhésion comme ça, mais alors quand vous commencez à dire oui, mon fin bon, pas tout à fait ça, il y a ça, il y a des musulmans qui ont été complices des États, il n'y a aucune des guerres qu'on connaît, des guerres des 20 ou 30 dernières années, menées par les Américains ou les Russes ou l'URSS, qui n'a pas été faite avec la complicité, l'adhésion de musulmans, d'États musulmans, et de, voilà. Aucune. On me cite une seule. Toutes. Les alliances étaient des alliances claires. Bon, enfin. Et donc quand on lit l'histoire avec cette complexité, ben, ça ne permet pas de donner véritablement la version, qui est la version souvent, au fond, les musulmans ne font que subir l'histoire, ils ne la font pas, ils ne sont pas acteurs de leur histoire, ils la subissent, ils sont victimes. Voilà. Bon, ça règle le problème, définitivement, et ça alimente ou bien alors, de l'autre côté, l'essentialisation, vous avez les musulmans, ils sont formés un bloc, on peut comprendre ce qu'ils sont à travers un texte d'il y a 14 siècles, ça c'est une des choses absolument extraordinaires. Explique-t-on aujourd'hui des chrétiens par la Bible seulement? C'est dingue quand même, incroyable. Et vous avez des islamologues qui vont venir, vous expliquer que dans le texte coranique il y a ça, il y a cette point-virgule, les machins, et cette point-virgule, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui devant nous. Et on est comme ça, les choses, il y a 14 siècles. Oh, des fois, on a envie de dire, mais où est-ce que vous êtes là? Et bon, expliquer les musulmans d'aujourd'hui avec ces textes-là, ça ne va pas, quoi. Il y a des choses, bien sûr, qui sont là, mais il y a une réalité sociale, tout ça, très compliquée, avec des disparités incroyables, des musulmans qui se font la guerre parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. Bon. Et donc, quand vous essayez de faire ça, ce travail, de dire, bon, c'est pas tout à fait comme ça, c'est pas audible. Et vraiment, et c'est la raison pour laquelle, voilà, on préfère finalement des gens qui... y amener en plus le cirque. J'ai appelé ça le circus islamicus à un certain moment, parce que là, c'est très vraiment, vous avez les fauves d'un côté, les dompteurs, et puis vous avez le dompteur qui ose mettre, comme notre ami de Mediapart, qui ose mettre sa tête dans la bouche du fauve. Vous voyez, c'est vraiment, il m'a pas mordu. Bon, voilà. Ça, c'est des... Mais franchement, ça, c'est quelque chose d'absolument terrifiant, parce que derrière ça se nouent des alliances qui sont destructrices des démocrates dans ce monde, qui sont redoutables. Et puis le deuxième point, j'ai tout à coup la littérature. Alors ça, pour moi, ça a été vraiment... j'ai fait un petit livre qui s'appelle Une fiction troublante, juste après l'affaire Augier. Et en effet, ce qui se produit, c'est que ce qui est subversif, ce n'est pas le discours de la science,
Parce que le discours de la science, au fond, il a un certain nombre de la science dans ses résultats et ses effets. Pas le scientifique qui doute, interroge, etc. Mais celui qui te délivre et te dit, voilà, ça c'est la réalité. Il est parfois très proche de l'homme de religion, qui, lui, ne voit pas que le scientifique, pour produire cette vérité du réel, a dû conjecturer, faire des hypothèses, faire des tas de trucs, tout ça, mais il est fasciné par la délivrance de cette vérité du réel, réduite à quelques formules ou à quelques... Et donc ça, c'est les effets de la science qui assigne, qui émet des énoncés qui sont vrais, incontestablement vrais, bon, sauf si ça vient contredire l'énoncé, par exemple, bon, le darwinisme, on sait très bien, dire que les hommes viennent voilà, de larves et montant, ça c'est pas acceptable, bien sûr. Mais je peux vous montrer comment le discours islamiste récupère le discours de la science facilement. Mais pourquoi la littérature, alors, est subversive? Parce que, comme l'affaire Roujdi l'a montré, les versets sataniques, qu'est-ce qu'il a fait avec les versets sataniques? Il a fait un truc absolument incroyable, que nous savions tous, hein. C'est un épisode qui est relaté dans l'histoire même. Ça ressemble à un lapsus, au fond. C'est vrai que Mahomet, le fondateur de l'islam, un jour, il avait envie de faire un compromis avec les polythéistes de sa tribu, parce qu'il en avait marre de la guerre, et il s'était dit, bon, ça suffit, on arrête. C'est un homme politique aussi, hein. C'est pas un prophète, c'est un homme politique. Il s'est dit, bon, allez, on fait le compromis, et puis comme ça, on arrête. Et de toute façon, il savait très bien que le monothéisme allait gagner au fin de compte. Il a dit, bon, telle divinité, femme d'ailleurs, c'est des divinitaires, sans leur intercession est aussi bonne, favorable. Ça s'appelle les versets sataniques. Pourquoi ça s'appelle les versets sataniques? Parce qu'une fois qu'il a dit ça, il a présenté ça comme du Coran, c'est la parole de Dieu, donc Dieu accepte qu'avec lui, des divinités femelles soient aussi priées. Hein. Ils sont venus lui dire, mais qu'est-ce que... Enfin, ses compagnons, mais ça va pas. Il fait plein de bêtises comme ça. Il y en a d'autres. Et parce que c'était ça, le prophète n'était pas divinisé. C'est après, très longtemps après, qu'il s'est mis à être divinisé. Et les fameux hadiths, c'est-à-dire les paroles du prophète, se sont mis à augmenter au fur et à mesure qu'on s'éloigne. C'est une remarque que j'ai faite un jour à un théologien. Je lui dis, mais comment... C'est dingue cette question, on ne l'a pas posée. Mais comment se fait-il que ça augmente au fur et à mesure qu'on s'éloigne? Ah, il me dit, oui, c'est vrai. Il était honnête au moins. Et donc, on lui dit, mais ça va pas, quoi. Où est le monothéisme, là? Il revient sur ça, et il dit, voilà, ben, il y a eu... le diable, Satan, a pris l'identité de l'ange Gabriel, qui est l'ange de la révélation, et il m'a révélé, c'est soit qu'il y a eu donc un problème de télécommunication divine absolument extraordinaire, un jeu donc de tromperie, mais c'est fabuleux. Mais après, tout ça, c'est mentionné hein, dans toute l'histoire de l'islam, on a oublié ça, on les a supprimés, les textes sont les versets sataniques, et Roujdi va prendre ça. C'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire que la littérature frappe là où ça fait mal, c'est-à-dire là où un discours linéaire prétend se tenir sans faille. Il frappe là, et il commence à dire, et si l'histoire de l'islam n'était qu'une histoire révélée par... Si le Coran n'était qu'au fond une révélation de Satan, finalement, prenant cette hypothèse-là, il s'est mis à écrire les versets sataniques, à livre ouvert, c'est-à-dire à changer tous les signes de la sainteté en signes de satanique. Finalement, c'est ça. Les femmes du prophète sont devenues, pas des femmes saintes, mais des prostituées, et c'est un lipanard, ça devient... Enfin, bon, il a fait ça,
Il a fait ça, donc, à partir... Et c'est ça, la question de la littérature, je pense. Bataille le dit, au fond. C'est le mal, l'enjeu de la littérature. C'est pas le bien. La religion, son affaire, c'est le bien, elle lutte contre le mal, mais la littérature, elle essaie de donner le point de vue du mal. Parce que le point de vue du mal, c'est ce qui porte le plus à conséquence pour l'humanité. Et elle le donne d'un point de vue tout à fait polysémique. Il n'y a pas un point d'où on peut énoncer que c'est vrai. Ça n'existe pas dans la littérature. Et c'est ça ce qui s'appelle une fiction. C'est qu'il n'y a plus un appui autre que celui du déroulement d'un récit. Et celui qui... et on s'en fout de celui qui l'énonce, quoi. Et que... et donc la littérature produit quelque chose qui ne peut pas être localisé, qui ne peut pas être administré, et qui est ce qu'on appelle la fiction, c'est-à-dire la possibilité de l'impossible, au fond, chaque fois, jouer de nouveau, à chaque coup, sans cesse. Et c'est pour ça qu'elle est subversive, c'est-à-dire qu'avec la littérature, toute position supposée de surplomb, d'un énonciateur définitivement installé est impossible. Et c'est ça l'opération qui a amené. Et ils ont compris. C'est Khomeini qui a lancé. Il a lancé. Il y a l'aspect toujours. L'aspect politique. Khomeini était en train de perdre pied dans une situation. Et il a fait une situation où vraiment il perdait pied. Il a lancé le fatwa pour se récupérer, devenir des défenseurs de l'islam. Mais il a bien compris que la question de la littérature, elle est la chose la plus dangereuse. Ce n'est pas le discours de la science. Et que le discours de la science peut tout à fait, encore dans ses effets, dans ce qui résulte de la science, non pas le point à partir de laquelle la science est produite, et ça c'est autre chose. La technique et la science peuvent parfaitement aller avec la position la plus dogmatique, la plus fanatique, la plus radicale, sans problème. Bon. Et donc, il nous reste encore la littérature pour déménager tout ça. Et, voilà. Et Rushdie le prouve. Je peux dire un mot sur cette question de la littérature, là. Le mal, en effet. Les fleurs du mal. La littérature est une puissance de division, au sens où le beau et le moral ne s'agglutinent pas. Il y a une division qui s'introduit avec Baudelaire, mais avec d'autres aussi. Bien sûr, on peut faire naître le beau du pire en matière de morale, en matière éthique. Donc la littérature est une puissance de division. Elle participe de la division dans la modernité, je pense. De la division des sphères qui ne peuvent pas se rassembler. Au fond, le totalitarisme comme l'islamisme, à cet égard, ont ceci en commun de vouloir agglomérer aussi les sphères, de réduire la division entre les divers registres, du droit, de la morale, du savoir, etc. etc. Et je crois que là, ce que vous dites du mal aussi relève de cette logique-là. Je vais très vite, sur les versets sataniques, j'ai gardé un souvenir très troublant d'un épisode qui s'est produit au séminaire de Claude Lefort. Vous avez mentionné, pas dans ce livre-là, je crois, mais dans d'autres livres, vous avez mentionné Claude Lefort, cité Claude Lefort. Oui. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire de la division, c'est une de ses pensées fondamentales là-dessus. Au moment où Khomeini a lancé sa fatwa contre Rushdie, le lendemain, peut-être, je faisais un exposé au séminaire de Lefort sur Milton, de l'autorisation de publier, du droit de publier sans autorisation ni censure. Voilà. Ça, c'était Milton contre son propre camp, contre les révolutionnaires qui voulaient instaurer la censure, etc. Et lui se rebelle, écrivain tout de même aussi. Donc sans autorisation ni censure. Personne n'a le droit de voir avant ce qu'on va publier, personne n'a le droit de le contrôler. Et ce jour-là, j'ai fait cet exposé, puis avant de parler de ça, j'ai dit je ne peux pas faire cet exposé sans songer à cette fatwa qui vient d'être prononcée, c'était 2 jours avant.
Et à ce moment-là, dans ce séminaire qui était petit, où les gens étaient... j'ai vu à ma stupéfaction, et à la stupéfaction de Lefort, un jeune étudiant que je ne connaissais pas, qui était manifestement arabe. Il s'est levé en disant « vous ne comprenez rien » et il est sorti. Ça m'a... Moi qui suis un vieux de la vieille des luttes anticolonialistes, vous êtes là, vous êtes jeune, vous y allez franchement, mais franchement, moi je suis né à la vie politique dans la lutte contre la guerre d'Algérie. Mes copains partaient, etc., etc. Et donc, je comprends très bien ce que vous dites, bien entendu, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites, n'empêche que c'est une douleur. Hein. Oui. Ah oui, oui, bien sûr. Pardon. Non, mais juste un point. Ce qui est le plus... vous avez évoqué les fleurs du mal, mais les vers de Rimbaud, bon, vous galvaudez, maintenant je vais être un autre, c'est devenu un truc, mais moi quand j'ai entendu la première fois le vers que j'aimais bien de mémoire, et tant pis pour le bois, s'il devient violon. Et tant pis pour le bois. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire la transformation, la métamorphose. Ça, c'est quelque chose que, bon, aujourd'hui, la métamorphose est continue et générale. Et les gens qui étaient dans la tradition, c'est un thème arendtien, la fin de la tradition, elle est partout. C'est-à-dire que c'est la tradition qui savait résister à la transformation du bois en violon, parce qu'elle opérait elle-même, elle avait ses règles, de sorte que, disons, on ne transforme pas trop. Nous avons l'artisanat, on a des choses qui se faisaient, etc., d'une manière très, très bien réglée. Mais la tradition a disparu, y compris dans le monde. C'est pour ça qu'il y a eu recours à cette radicalité-là des mouvements islamistes, parce que justement, ça se transforme d'une manière incessante et très vite. Et nous le voyons là, nous le vivons, l'accélération. Vous avez des choses qui apparaissent et qui, aujourd'hui, parlent des attentats de Charlie Hebdo et de leur effet. Je vous pose la question. Ils sont des qu'ils ont disparu totalement. On peut citer la disparition ça va très très vite. La transformation, c'est un monde qui se transforme sans cesse. Et ça donne le tournis aux êtres humains. Il y en a qui peuvent suivre, qui peuvent comprendre, qui ont les outils pour le faire. Mais les gens quelconques de la vie ne peuvent pas suivre ça. Et donc, parfois, ils veulent arrêter le train ou descendre en marche. Ou ils veulent faire tourner, ce qui est l'islamisme, le film à l'envers. Parce que c'est ça, l'islamisme, c'est il veut régénérer l'islam en revenant au temps qui ont suivi le fondateur, le temps du fondateur, et ils veulent donc faire tourner la bobine à l'inverse, ce qui est absolument extraordinaire. Et ça, c'est le fondement même du mythe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de la tradition, parce qu'un homme de la tradition, il lui est inconcevable de penser qu'il va revenir en arrière. Lui, il tient à la chaîne. Voilà, il y a une succession, il est dans la succession. Il ne veut pas venir au début, pour lui c'est impossible. Et donc on est face à quelque chose qui est pour nous surprenant, parce que nous avons aujourd'hui des sujets, des subjectivités qui veulent véritablement et qui pensent pouvoir revenir à un passé parce qu'ils ont le tournis, ils sont perdus. La métamorphose, c'est la chose la plus difficile à penser. Je veux dire encore une chose. Non, mais c'est moi qui devrais savoir, mais je ne sais plus. Parce qu'on a entendu tellement de choses, et si riches et si fortes, qu'on a envie. Juste un mot pour une question énorme sur les Lumières. Bien entendu, il y a en même temps l'histoire des anti-lumières en Occident, en Europe. C'est aussi tout un problème, très 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 complexe, bien entendu. Donc je pense que les deux histoires doivent avoir non seulement des similitudes peut-être sur certains points, mais aussi sans doute aussi des résonances véritables. Oui, mais l'histoire des Lumières, des anti-lumières, elle est faite en Occident, mais elle n'est pas faite de l'autre côté. C'est ça aussi qui est... D'accord.
Oui, non, je disais que l'histoire, le livre de Cernel est formidable, qu'il faut lire et enseigner. Cette histoire, elle est faite du côté occidental, enfin faite, en tout cas, il y a des choses qui sont écrites, mais de l'autre côté. Et je peux vous dire que cette histoire, elle est l'histoire aussi de ce monde, aujourd'hui. Et le colonialisme n'est pas pensable sans les Lumières. Ben oui. Donc, les Lumières ne sont pas que coloniales, mais le colonialisme en fait partie. Et donc, nous sommes toujours avec des idées d'innocentement, enfin, d'idéalisation des Lumières. Bon, un peu moins peut-être aujourd'hui, mais là. C'est une vulgate. Ça reste une vulgate, tu as raison. Mais de l'autre côté, c'est même pas pensé. Je ne connais pas un seul livre écrit en arabe sur les Lumières. On parle de la Renaissance arabe, donc une idéologie de la régénération. Les idéologies de la régénération, c'est pas tout. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument... C'est un fantasme, la régénération. Et d'ailleurs, l'islamisme est un fantasme de régénération. On régénère à partir de l'origine. Et c'est vraiment... il faut faire attention à ça. Toutes les histoires de régénération peuvent se terminer mal. Et donc, c'est effacé. Cette rencontre avec les Lumières, dans sa violence, et en même temps dans ce qu'elle a apporté de nouveau, qui a fait bouger tout ce monde, parce que les mouvements anticoloniaux sont eux-mêmes issus des Lumières. Les Lumières, c'est la domination, la violence, etc. Et les Lumières, c'est ce dont procède aussi, ce qui a lutté contre ça. Ça, alors c'est des choses très compliquées à faire entendre, peut-être dans le commun, quoi. Et plus que le commun, d'ailleurs.